Bien, bonjour, bonjour à tous. Merci de votre participation à cette séquence de discussion et de présentation d'un projet tout à fait particulier, incroyable, majeur, qui est porté donc par la solution que nous présentons, la société Livedeo, la solution s'appelant Guide, G-E-E-D. Et le projet est en lien avec le déploiement d'une solution, de cette solution guide, au Musée d'art et d'histoire de Genève. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Chatillon, qui est venu spécialement pour nous de Genève pour discuter et présenter le cadre de ce projet, les problématiques, les challenges, les réussites, les succès, les prochaines étapes. Et je vous laisse, Dominique, peut-être introduire le cadre du projet, une présentation déjà du musée, je pense. Et je crois qu'il faut appuyer sur le petit bouton. Merci. Bonjour, vous m'entendez clairement? Donc, je vous remercie déjà pour votre invitation au CITEM. Je m'appelle Dominique Chatillon, je travaille à la direction du Musée d'art et d'histoire de Genève et je suis en charge des finances et des projets, et en particulier des projets informatiques. Et j'ai conduit ce projet d'introduction d'outils de médiation numérique au musée. Donc, le Musée d'art et d'histoire, c'est infiniment plus petit que le Louvre, mais c'est quand même le plus grand musée de Suisse. C'est un musée municipal qui a été inauguré en 1910. Il comporte 3 sites d'exposition, c'est à peu près 200 collaborateurs, 650 000 objets, dont 1% exposés sur nos différents sites. On a 5 domaines de collection, les beaux-arts, l'archéo, les arts appliqués, les arts graphiques, la numismatique et l'horlogerie. Depuis 2019, on a une nouvelle direction qui est portée par Marc-Olivier Valère, qui est l'ancien directeur du Palais de Tokyo à Paris, et qui transforme en profondeur notre institution. Donc sa vision, elle s'articule autour de 2 grands axes, ce qu'on appelle en fait vraiment l'expérience et puis le multifréquence. Et puis en matière de public, on essaie vraiment de développer la base de nos visiteurs, comme tous les musées en fait du monde, de travailler beaucoup sur l'inclusion et l'accessibilité, et puis de rajeunir un petit peu notre base des visiteurs. Et puis on est en mode laboratoire, on essaie d'expérimenter des nouvelles solutions. C'est comme ça qu'assez naturellement, on a commencé à collaborer avec la société Livedeo il y a 1 an et demi, et puis que la collaboration a trouvé en fait ses marques avec le lancement de la solution il y a 15 jours. Donc c'était un défi de taille pour notre institution. Dans un premier temps, c'est lié à la taille de notre collection, donc 650 000 objets. On a 6 000 objets qui sont exposés sur les sites, qui sont en mouvement permanent. On a donc une diversité d'objets, des différentes collections. On a une complexité de présentation. On a une programmation qui est changeante en permanente, donc il faut suivre au travers de l'outil. On a une grande problématique qui touchait, et puis je crois qu'il concerne toutes les institutions, c'est la qualité de l'inventaire. On travaille avec une solution qui s'appelle Museum Plus, qui est éditée par une entreprise qui se trouve à Berne, qui s'appelle Zcom. Et toute la documentation autour de la collection et des mouvements autour de la collection sont dans cet outil. Et on avait des niveaux très inégaux dans la documentation. Donc il a fallu faire à peu près 1 année de travail pour essayer de mettre à niveau. On avait des règles de saisie, on a dû travailler avec les conservations pour mettre à niveau la donnée. Quand la qualité est mauvaise à l'entrée, elle sera mauvaise à la sortie. Donc il y avait un immense travail à faire avec toutes les conservations. Un autre défi, c'est celui de l'exigence de succès qui est très élevée. On a des outils, des sites web, des sites de collection en ligne, mais quand on est in situ, quand le visiteur est sur place avec un outil de médiation numérique, si ça marche pas, il abandonne assez vite la solution. C'est pas comme dans les collections en ligne. Donc on avait un objectif de 95% de réussite. Donc ça, c'était vraiment très important. Et puis, il fallait que l'expérience globale, en fait, sur site, elle soit parfaite. On a des objets de collection, on a des objets qui sont des ornements, on a des objets qui ne nous appartiennent pas, qui sont hors collection. Il fallait que vraiment l'expérience, elle soit positive d'un point de vue global. Donc ça, c'était vraiment les grands défis auxquels on a été confrontés pendant 1 année pour mettre en place ce projet.
Les clés de succès autour de ce projet, c'est que c'était pas un projet porté par la médiation. Ça, c'était extrêmement important. C'est un projet qui était porté par la direction du musée. Et ça visait vraiment à traverser tous les secteurs, tous les domaines de collection. Donc ça, c'était vraiment un élément important qui rentrait vraiment en force dans l'ADN de l'institution. On a pu capitaliser sur une expérience qu'on a menée il y a 5 ans, un outil de gestion un site de collection en ligne. Donc on a pu travailler sur ce qui avait été développé pour cet outil et le réemployer pour les vidéos. On a associé tous les collaborateurs à tous les endroits de l'institution, que ce soit dans les domaines de conservation, à la direction, à la médiation, les agents de sécurité. On s'est rendu compte qu'il y avait des acteurs vraiment qui étaient clés dans ce projet. Donc la conservation, bien sûr, pour la documentation de l'information et pour sa qualité, pour son intégrité. La régie, parce que les objets sont en mouvement permanent, donc il fallait absolument qu'ils soient localisés en permanence et que toute l'information soit toujours à jour. L'accueil, parce que bien évidemment, c'est eux qui sont face au public, les agents de sécurité, qui connaissent l'outil, qui connaissent comment promouvoir le produit et répondre aux différentes questions. Et l'IT, derrière, c'est toutes les questions, les problématiques, l'analyse en fait des analytics. C'est toute la remontée, les commentaires des collaborateurs, et c'est pouvoir suivre rapidement les objets pour pouvoir les documenter correctement. Et puis, le dernier clé de succès, c'est l'accompagnement. On a peut-être un petit peu pêché pendant une année au niveau de l'avancement, de la préparation du projet, parce qu'on n'a peut-être pas assez informé les collaborateurs à tous les endroits. On s'est vraiment concentré sur les aspects techniques, mais on s'est rendu compte que c'était extrêmement important pour que les gens s'approprient en fait la solution. Et puis l'accompagnement au niveau du lancement, c'est à la fois pour l'interne et c'est pour l'externe, vis-à-vis des publics, avec la communication, etc. Donc c'est un énorme projet qui n'est pas que technique, qui est très organisationnel. Voilà, donc c'est pour ça que ça a traversé toute notre institution. Ah oui, pardon. Les objectifs recherchés, ça c'est extrêmement important. Donc on avait auparavant, alors comme dans beaucoup d'institutions, une solution qui s'appelait Easy Travel, qui était une solution de médiation en fait assez standard avec des pistes d'enregistrement. Et puis dès qu'on voulait faire en fait les objets changés dans les parcours, il fallait refaire les enregistrements, c'est extrêmement coûteux et on devait désengager. Donc c'était vraiment une solution qu'on a souhaité abandonner. Et on visait une solution sans téléchargement qui puisse être embarquée sur les devices des visiteurs, vraiment en mode extrêmement simple. Il faut savoir qu'en Suisse, on a une problématique qui est liée au Wi-Fi public, où on doit en fait avoir des authentifications, souvent qui sont coûteuses pour les publics étrangers. Donc on voulait quelque chose extrêmement léger à charger à l'entrée, simplement en scannant un QR code. On visait aussi un mode de visite guidé, traditionnel, mais aussi, et c'est la grande innovation de cette solution, c'est le mode libre. C'est-à-dire qu'en déambulation dans le musée, qu'on puisse simplement en scannant un objet, qui soit en 2D, 3D, remonter le contenu des collections. Ça, c'est extrêmement important. On visait à travailler l'accessibilité des publics, mais tout niveau, les publics internationaux. Aujourd'hui, si vous avez la chance de venir au musée d'art et d'histoire, vous verrez qu'on a des cartels, donc on les a pas du tout enlevés, mais ils sont jamais traduits. Donc on a à peu près 30% de public étranger, donc c'est une chance de pouvoir en fait avoir la remontée traduite aujourd'hui dans 5 langues. Il y a également l'accessibilité, ça c'est les différentes couches de narration de la solution vers les publics en situation de handicap, avec des traductions en fait qui sont adaptées, et puis aussi vers nos publics enfants. On a à peu près 20% de scolaires qui viennent visiter le musée. Donc c'est important qu'on puisse avoir des niveaux de langage qui soient adaptés en fonction des publics, ce qu'on n'avait pas auparavant. On a vraiment recherché une solution qui soit adossée à notre outil de gestion des collections pour éviter de faire toute la manipulation à la main, parce que beaucoup d'outils de médiation numérique ont en back-office en fait un outil qui permet de saisir à la main les contenus, etc. C'est vraiment pas ce qu'on voulait. On voulait quelque chose qui remonte automatiquement, qui soit toujours à jour et qui soit réactif aux différents accrochages. Et on a une programmation qui est extrêmement dense et on voulait pas s'amuser en fait à réécrire en permanence les contenus de la médiation numérique. Et puis, on a fait en fait un premier set de données sur 80 000 objets. Donc, c'est 80 000 sur 650 000. Mais l'objectif à terme, c'est bien sûr de viser l'ensemble de la collection. Parce qu'il y a dans les sites, mais on s'est rendu compte que l'application avait aussi une application à un usage dans les réserves. Voilà un petit peu les objectifs recherchés. Merci beaucoup Dominique, qui est une très belle introduction et justement de présenter le cadre, les contraintes et les stratégies adoptées. Moi, je vais tenter de présenter déjà qui nous sommes, Livedéo.
rapidement et ensuite aller un peu plus dans les détails de l'intégration et les particularités et les innovations qui sont véritablement uniques. Nous mettrons en lumière quelques aspects pour lesquels le musée d'art et d'histoire est le premier musée au monde à intégrer certains types de traitement, notamment des données en volume. L'IFDEO, nous avons donc 9 ans d'existence et d'expérience, avec une réelle volonté de s'engager pour que l'art et la culture soient accessibles à tous et au maximum effacer les contraintes. Donc l'inclusion et l'accessibilité est au cœur de notre proposition de valeur. Nous avons eu l'occasion de travailler et d'accompagner des projets en France, mais aussi sur la scène internationale, en Australie, aux USA, Canada. Et surtout, nous sommes tout d'abord une entreprise technologique. Nous sommes depuis décembre également partie de la French Tech. Donc, en effet, une entreprise avec un cœur technologique à fort potentiel. C'est un peu de cette manière-là que l'on caractérise les sociétés qui sont dans French Tech. Et surtout, nos axes de recherche et développement sont reconnus avec les 3 noms que vous voyez en bas. Nous avons été accompagnés et soutenus par Microsoft au départ, il y a 3 ans. Ensuite, AWS, et en ce moment, c'est Google for Startups. Donc, sur la dimension recherche technologique. On va parler un petit peu de guide et comment est-ce qu'on a articulé finalement et comment on a évolué même la solution de médiation guide, qui est une solution de médiation inclusive pour le grand public sans contrainte, donc pour accompagner les institutions culturelles dans leur démarche de création de scénarios dédiés qui s'adaptent à chaque personne, quelle que soit sa langue, son handicap, son niveau de compréhension, avec des discours adaptés, des contenus adaptés et des expériences adaptées aussi. Nous avons eu l'honneur d'avoir remporté un prix tout à fait célèbre, qui est un Webby Award, qui est les Oscars du numérique aux États-Unis, et d'autres qui sont présentés à l'écran, dont nous sommes assez fiers. Et je pense qu'un des sujets qui était intéressant à évoquer était cette cohabitation ou collaboration finalement avec un outil de gestion de collection. Donc, Muséum Plus, qui est l'outil de gestion de collection dans le musée, qui traite l'ensemble de l'inventaire et des informations de la collection, donc le musée avait déjà travaillé sur un système d'export d'une sélection, les fameux 80 000, une sélection d'œuvres pour la publication sur le site web. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans une démarche au niveau du musée de sélection et de transformation des données pour les publier sur un site en ligne, le site des collections en ligne. Donc évidemment, guide ETL, qui veut dire en anglais extraction, transformation et chargement, ça veut dire un processing des données de telle sorte qu'à l'arrivée, elles soient transformées pour qu'elles soient compréhensibles par le grand public, finalement. Nous avons donc utilisé le module guide ETL pour nous brancher, quelque part, on va dire, sur finalement les mêmes données qui ont été exportées depuis Muséum Plus. Et de cette manière-là, on a pu mettre en place toute une procédure, justement, avec un import avec des fréquences tout à fait particulières, donc hebdomadaires, mais surtout des modules de traitement automatique sur toute cette volumétrie de contenu, de traduction automatique en 4 langues, de synthèse vocale sur l'ensemble des objets de la collection, les fameux 80 000, en 5 langues. Une des particularités de notre proposition de valeur, qui est la reconnaissance visuelle, où on utilise vraiment une propriété intellectuelle LiveDeo, qui est d'utiliser la caméra de votre smartphone en tant que visiteur, et avec le flux vidéo que vous voyez sur la caméra, il y a une analyse en continu du contexte visuel que vous avez autour de vous, et dès l'instant où il y a un objet, une image, un tableau, une vitre, une vitrine, une statue et ainsi de suite, qui est reconnu car il a été au préalable entraîné, on va déclencher l'information, donc la fiche technique ou la narration audio pour la personne. Donc c'est le mode le plus, nous semble-t-il, le plus naturel possible pour accéder à une information contextuelle physiquement dans l'espace d'exposition. Et donc il y a cet entraînement qui utilise évidemment plusieurs typologies de modèles d'intelligence artificielle, ceci depuis 2017, pour effectuer cette forme de reconnaissance visuelle qui a aussi une force qui est de s'adapter aux conditions de lumière
et aux axes d'observation. Donc il n'est pas nécessaire forcément d'être devant un tableau perpendiculaire et le viser dans son intégralité pour détecter qu'il s'agit de Vallotton. C'est sur l'ensemble, ça fonctionne vraiment sur des situations assez complexes. Et une disponibilité immédiate dans l'application de visite, qui était aussi un challenge. Ici, très rapidement, j'ai voulu montrer un petit peu quelle est la procédure. Comment s'articule un outil de ce type-là, en partant des sources de données. Désolé, il est en anglais, j'avais pas fait attention. Et là, les sources de données, ce sont Muséum Plus, un export préalable normalisé de Muséum Plus qui avait déjà été utilisé pour la publication des collections en ligne. Donc on s'est dit, mais il est déjà normalisé, il est déjà sélectionné avec l'ensemble des champs qui étaient nécessaires pour les rendre au public. Donc on est venu aspirer, importer quelque part les 80 000 objets à partir de finalement un export, je crois que c'était des XML JSON. Et c'est là qu'entre en jeu GuideETL et la partie machine learning sur la représentation des images pour la partie reconnaissance visuelle par la suite. Donc, la transformation que j'ai évoquée, traduction, synthèse vocale, réécriture de certains champs, combinaisons et ainsi de suite, qui est tout un processus automatique pour arriver dans Guide Studio CMS, qui est l'outil back-office, quelque part, de la solution Guide. Là, vous êtes côté gestion de collection, et là, on commence à être côté médiation, donc la gestion des scénarios que l'on va retrouver dans l'application de visite, qui n'est pas juste un site web ou une app, mais plutôt qui prend en considération les mouvements, les déplacements, les transitions, lorsqu'on parle de parcours guidé, mais aussi la détection et la reconnaissance du contexte physique pour que l'information vienne à nous sans forcément se poser trop de questions finalement. Guide Studio CMS et, in fine, ce qui se passe côté visiteur, la construction de parcours guidés, la reconnaissance donc visuelle, les systèmes conversationnels, qui sont un des sujets qu'on aura le plaisir d'évoquer vers la fin de notre présentation, et in fine, jusqu'à des systèmes de post-visite, d'analyse de take-away, donc d'albums personnels et des choses comme ça, qui vont venir aussi dans les prochaines étapes. Je vais peut-être donner quelques pistes sur la traduction automatique en 4 langues de 80 000 objets, la synthèse vocale, la reconnaissance visuelle et les agents conversationnels. Ce sont des éléments qui sont inclus dans ce processus automatisé de traitement. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine nécessaire ou pour aboutir, si vous voulez, à partir de la collection et l'augmenter en 5 langues. Rien que ça. Premier sujet, sur 80 000 objets. Ici, ce que l'on voit, c'est la représentation dans l'application de visite du choix de la langue. C'est pas bien sexy, c'est vrai, mais il faut bien rentrer, le visiteur rentre par ce point d'entrée qui est tout à fait important. Les bénéfices, évidemment, on observe assez vite qu'il y a une capacité de rendre toute une collection accessible et interactive, c'est-à-dire de la préparer au premier niveau, qui est d'avoir au minimum, à minima, les cartels augmentés, c'est-à-dire les cartels en différentes langues, et évidemment de proposer aussi des offres plus traditionnelles, comme des parcours guidés, des parcours libres avec le scan caméra, ou des parcours hybrides, où je suis dans un parcours guidé, à un moment donné, il y a une œuvre qui m'intéresse, eh bien je peux scanner avec ma caméra, j'ai les informations, et ensuite je reviens dans mon parcours guidé. C'est ça un parcours que l'on appelle hybride. Donc l'intégration dans Guide CMS Studio, c'était aussi pour nous quelque chose d'important, c'est-à-dire tout ce qui a été importé, traduit, synthétisé, etc., c'est une matière première qui peut être utilisée ad hoc dans un parcours de visite, depuis Guide Studio CMS. C'est-à-dire que je prends un objet importé, je peux le laisser tel que s'il y a suffisamment d'informations de médiation, mais surtout, je peux augmenter les différentes couches de narration. Donc, réécrire une narration, par exemple, pour les enfants, la traduire automatiquement depuis Guide, ou humainement, manuellement, ce n'est pas une obligation, évidemment, de faire de la traduction automatique. Donc, c'est aussi cette capacité d'accélérer le processus de création de parcours de médiation en présélectionnant des œuvres qui sont déjà pré-entraînées parmi les 80 000 pour qu'elles soient à minima détectables via la caméra, qui est une accélération de la création d'offres en continuelle progression et évolution, car il y a un mouvement des œuvres qui est très important, donc il faut que la solution soit hyper agile. Elle ne demande pas un impact ou un temps particulier
et d'accélérer finalement la production. Pour les visiteurs, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que finalement c'est une web app de visite dans un navigateur web, pas d'installation préalable, et surtout qui peut fonctionner à la fois en 4G, 5G, à la fois avec un Wi-Fi public qui donne accès à Internet, mais surtout avec un Wi-Fi dédié qui a derrière des box guides. Les fameux serveurs, 80% des projets que nous menons disposent de boîtiers dédiés, guides, dans l'établissement. Plusieurs raisons à cela. Nous garantissons une distribution dans des conditions idéales. Les serveurs sont là, dans votre établissement. Donc, consommation locale de données, réduction aussi d'impact énergétique, à la fois sur votre batterie de smartphone en tant que visiteur, mais aussi l'impact CO2 sur notre planète. Parce que si on va chercher toutes les vidéos LSF dans le cloud pour les ramener, on voit bien qu'on n'a pas du tout le même impact. Il y a beaucoup plus d'impact énergétique que si on va les chercher dans le boîtier qui est dans le musée. Donc, 2 box guides sont aujourd'hui activés dans le musée. Donc, c'est une application en 5 langues, quelques captures d'écran de ce que l'on peut voir, par exemple, lorsqu'on va scanner le pharaon, étant tout près ou plus loin, et on a accès à cette fiche-là qui nous donne une narration. Une narration, vous allez me dire, oui, c'est classique, ça. C'est un visio-guide. Oui, sous cet angle-là, en effet, on peut être tout à fait naturellement, ne pas réinventer des mécanismes qui sont connus par ailleurs. Donc, c'est intéressant aussi d'être inclusif dans la démarche de expérience utilisateur. Mais avec des dimensions d'accessibilité qui sont particulièrement intéressantes, notamment l'audio et la transcription audio en texte systématique, la taille des caractères, le contraste, donc une interface WCAG, et on a le plaisir aussi, petit aparté, une application guide au musée de la Marine, je fais un tout petit aparté, qui a obtenu 84% de score accessibilité, et donc c'est quelque chose de assez intéressant justement sur une application de visite. Les parcours guidés, quelques vues sur le premier point d'entrée qui est scan. Je touche ce bouton, la caméra s'ouvre, et à partir de là, je commence à me promener. Je regarde, hop, j'ai l'information sur une statue, sur une vitrine, sur un tableau, sur la numismatique ou toute la collection, les 6000 œuvres qui sont exposées. Et je vous propose de voir à quoi ressemble justement une expérience vue à travers le smartphone, ici. Donc là, la caméra, ça va assez vite. On regarde, donc c'est le flux vidéo, on ne demande pas de prendre une photo pour qu'on ait une reconnaissance. C'est le flux vidéo en direct qui est analysé. Et ici, vous allez voir, donc il y a plusieurs choses, entre guillemets, plusieurs objets qui sont proposés pour une raison simple. C'est qu'on peut entraîner la reconnaissance d'images sur des objets indépendants, mais aussi sur des groupements ou des ensembles d'objets. Et c'est ce que l'on observe ici, c'est que l'on reconnaît la vitrine et on propose l'ensemble d'objets que l'on observe dans cette partie de vitrine. Pour des raisons simples, hein, c'est que pour viser avec la caméra une petite pièce de monnaie parmi les 14 autres pièces de monnaie, c'est un petit peu compliqué pour l'humain, surtout qu'il y a une vitre devant. Donc, c'est un ensemble qui va être reconnu et l'ensemble donne accès aux œuvres de l'ensemble. Ici, ça va être plutôt l'œuvre qui va être représentée avec tout de suite l'accès au bouton lecture audio ou lecture textuelle associée à cette œuvre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'une web app. On parle d'une web app qui utilise la caméra dans la web app. C'est ça qui est relativement intéressant. Je passe à Grèce, qui est un autre concept où on va avoir beaucoup de statues, de bustes, voilà, vous observez les objets. Et donc très vite, pardon, là on va vite et on ferme juste pour montrer la rapidité finalement. Les visiteurs vont beaucoup moins vite. Hein. Oui, ça fait mal à la tête à la force. Hein. Vous allez me dire, les visiteurs, ils ont vraiment mal au cœur, c'est pas vrai. Ils vont pas tout à fait faire ça. Là, c'était plutôt pour un besoin de montrer la rapidité de la reconnaissance d'images. Et in fine, au niveau des beaux-arts, là, on peut être finalement dans différentes situations, assez près, assez loin, regarder une partie du tableau ou l'intégralité du tableau ou un groupe de tableaux et on va en effet reconnaître et donner accès instantanément, j'allais dire, aux informations de narration associées. Voilà un petit peu l'exemple qui était, je dirais aujourd'hui, l'innovation majeure du projet et ce mode
d'accès naturel, tout simplement en utilisant le flux vidéo de votre caméra en tant que visiteur sur votre propre appareil, pour finalement accéder à tout objet de la collection qui est exposé, quelle que soit sa typologie. Jusqu'à maintenant, faire ça avec des tableaux, c'est facile. Vous allez me dire, c'est facile, on l'a déjà vu. Et il y a en effet plusieurs fournisseurs, j'allais dire, qui proposent des choses de ce type-là sur des tableaux. Dès l'instant où vous commencez à travailler sur des sujets de statues, de vitres, avec des reflets, avec des conditions de lumière qui changent, là, c'est différent. Et le faire sur 20 œuvres, c'est sympa. Le faire sur 80 000, c'est autre chose. Et donc, c'est en termes de technologie et en termes de volonté de couvrir tous les objets, et non pas juste 20, les 6 000 qui sont exposés, et s'assurer que lorsque les 200 vont aller dans les réserves, et on amène les 200 des réserves pour les mettre à la place, ils sont prêts à être détectés. Là, c'est un sacré challenge. Donc, en ça, je pense qu'aujourd'hui, le musée d'art et d'histoire est le premier musée à proposer l'intégralité de sa collection qui est publiée en ligne, c'est-à-dire celle qui est utilisée pour la médiation, on va dire ça comme ça, qui soit reconnue par la caméra, par un système de reconnaissance visuelle. Ce volume-là n'a pas été aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, utilisé dans un autre établissement, dans ce type de volumétrie, avec ce type de latence, c'est-à-dire pratiquement instantané. On n'est pas à attendre 10 secondes pour que le système derrière calcule quelque chose. Donc nous sommes très fiers, évidemment, d'avoir apporté nos compétences technologiques, notre système Livedeo pur, c'est-à-dire qu'on ne se base pas sur des fournisseurs tiers type Cloud, Google, AWS, Microsoft ou quoi que ce soit pour les systèmes de reconnaissance. C'est notre propre technologie qui est brevetée et qui fonctionne dans des situations très complexes, justement, qui sont d'ailleurs les situations réelles d'utilisation. Un petit aparté en 2 slides sur les agents conversationnels, qui sont très à la mode, évidemment. Hein, donc, il faut qu'on en parle aujourd'hui, sinon, si on ne met pas dans le check, ça va être difficile. Non, je plaisante, évidemment. La démarche, elle est évidemment pas pour dire « je fais un chatbot pour le plaisir de faire un chatbot ». Ça rime à rien. Je fais un agent conversationnel qui a un objectif particulier de s'inscrire dans une interaction au niveau d'une œuvre, d'un artiste, d'un parcours de visite ou de l'intégralité de la collection, là c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir être en mesure de interroger en langage naturel, textuel ou oral, en parlant donc ou en écrivant, toute la collection, comme si on faisait une recherche sur toute la collection. Et d'avoir l'agent conversationnel qui ne va pas halluciner et nous inventer des œuvres qui viennent du Louvre, mais surtout nous répondre précisément sur toute la collection, les 80 000 objets, et nous apporter de l'information. Donc c'est presque une interface homme-machine naturelle de recherche. Premier sujet. Et ensuite, on peut aller beaucoup plus loin pour lui faire, en effet, faire ressortir des informations, grouper de la data et ainsi de suite. Donc sur les 4 niveaux, nous avons des agents conversationnels qui sont en cours d'implémentation. Le premier, qui a été activé, que vous voyez ici, c'est un agent conversationnel qui est spécialisé sur un parcours de visite, pas sur une œuvre. C'est toutes les œuvres, les 20 ou 25 œuvres, qui sont dans ce parcours-là. C'est-à-dire qu'il est en mesure de nous répondre sur les spécificités des œuvres et uniquement sur cela. Les autres niveaux vont suivre et ça fait partie de la roadmap. Quelques chiffres et ensuite je passe la barre à Dominique. Donc 78 000 objets, 5 langues, 40 millions de mots traduits, 50 millions de mots synthétisés en voix dans les 5 langues que l'on a évoquées, et surtout les 78 000 qui sont reconnaissables. On parle d'une statue, d'un buste, d'une pièce de monnaie ou d'un tableau. Vous allez au MH et vous visez avec votre caméra et vous avez l'information associée instantanément. Donc voilà, je vais passer la main à Dominique pour évoquer les prochaines étapes du projet. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la solution a été lancée auprès de la presse et des publics il y a 15 jours. Donc maintenant, on observe en fait nos publics pour essayer de prendre toutes les mesures qu'il faut pour que ça soit efficace. Tout à l'heure, dans la vidéo, vous avez vu, ça allait extrêmement vite. C'est vraiment pour montrer la rapidité de détection. Mais la réalité sur le site, c'est que nos visiteurs viennent, ils scannent un QR code à l'entrée, ils sont accueillis avec une explication, etc. Et ensuite, ils déambulent et ils scannent les objets au gré de leurs envies. Ça va beaucoup plus lentement. Là, on a vu la détection,
mais souvent ils accèdent aussi bien sûr au contenu et ils écoutent l'audio. Donc maintenant, on observe un petit peu comment ça se passe, ce qu'ils apprécient pour essayer de le renforcer. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est un défi technique, mais c'est surtout un défi organisationnel, parce que ça traverse toute la maison. Donc on doit s'assurer, on s'est fixé à peu près encore 9 mois pour vraiment consolider tout ce qui a été fait pendant une année, et que ça soit vraiment un peu des bonnes fondations pour que tout le flux des mouvements soit vraiment bien intégré. Dès qu'il y a des modifications dans l'outil de gestion des collections, que ça remonte correctement, que toutes les images complémentaires soient apportées aux sculptures ou aux vitrines. Donc on s'efforce vraiment d'être très très en réaction. On va également travailler cette année avec le secteur de la communication sur tout ce qui est le avant, pendant, après visite, pour que les gens puissent se préparer depuis leur salon en fait à venir au musée, et éventuellement savoir quel web app scanner, et puis puissent emporter après leur expérience de visite et la partager sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. On va développer, on a déjà commencé de la gamification, on a beaucoup d'enfants dans nos publics, essayer d'avoir des petits parcours, des chasses au trésor, ce genre de choses qui viennent s'accrocher à l'expérience. On va développer bien sûr les agents de conversation qui sont spécialisés. On va essayer de les entourer autour du site web, du site des collections et autour de l'application de visite. Mais vous aurez compris que dans un premier temps, on doit vraiment avoir des bonnes fondations avant de développer ces étapes-là. On essaie de travailler et d'observer nos publics, voir un petit peu s'ils préfèrent les parcours de visite ou le parcours libre, voir s'il y a des échecs. On a mis en place un petit outil qui permet de recueillir aussi leurs commentaires, un peu comme les analytics sur les sites web. On regarde les temps, quand est-ce qu'ils partent, s'il reste quelques secondes et s'en vont. Donc on est vraiment dans une observation très très fine de l'utilisation de l'application aujourd'hui. On scrute aussi de très près nos collaborateurs parce qu'ils sont vraiment au front, voir un peu leur retour. On se rend compte par exemple actuellement qu'au desk d'accueil, il y a énormément de QR codes, que ce soit pour la nouvelle politique tarifaire, que ce soit pour accéder au site web, etc. Donc ça apporte de la confusion. Donc on doit donner une bonne information bien ciblée. On est en train de mettre des points relais dans les différents espaces pour que les visiteurs puissent rescanner éventuellement s'ils se sont déconnectés. Donc c'est vraiment un apprentissage de la solution qui ne se décrète pas d'un jour en fait. Il faut vraiment que ça soit accompagné dans la durée. Et puis, on travaille avec nos visiteurs, notamment pendant les périodes de forte affluence. On a notamment les week-ends, en début de mois, etc. Donc, pour avoir des civilistes ou avoir des personnes de la médiation en appui. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, on essaie d'augmenter l'offre intermusée. Ça, c'est important parce qu'on est un musée municipal. Il y a 5 musées en ville de Genève. Puis, on va essayer de créer comme ça des passerelles entre les différents musées pour qu'on puisse avoir une sorte de parcours en fait de visite au niveau de la cité, et pourquoi pas avec d'autres services. On est en discussion actuellement avec le service des bâtiments qui fait aussi une proposition donc pour que la solution elle soit vraiment globale au niveau de la ville, et puis qu'une fois qu'on a chargé l'application, finalement, on puisse aller d'un endroit à l'autre assez naturellement. Voilà un petit peu les objectifs, mais vraiment le premier effort, il est vraiment organisationnel et de bien asseoir ce qui a été mis en place depuis un an. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Dominique pour cette conclusion, ou du moins perspective, j'allais dire, du projet. Je vous invite évidemment à nous faire part de vos questions sur les 10 minutes qui nous restent. Si vous avez des remarques, si vous avez des éléments qui vous inspirent, ou alors tout simplement des interrogations, parce que ça peut éventuellement sur certains sujets être pourquoi, ou pour quelles raisons, ou j'aurais fait autrement, ou est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, on a un petit micro, je serais ravi de vous le passer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on a présenté? C'est très clair. En fait, on vous invite à venir à Genève, voilà, à tester in situ la solution. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets, je ne sais pas, en termes d'accessibilité, en termes de technologie? Finalement, l'objectif de la technologie, surtout, c'est qu'elle s'efface et qu'elle laisse place à l'expérience utilisateur. C'est ce qui nous intéresse. Nous avons mis un petit peu en lumière quelques éléments technologiques, car pour que la technologie s'efface, il faut qu'elle soit, extrêmement robuste, éprouvée, qualité de données, comme disait Dominique. Lorsqu'on parle de ce système d'import, ce n'est pas une seule fois que l'on a fait, on va dire, l'export du site de collection, traduction, etc., jusqu'à l'application de visite, c'est tous les mardis. Tous les mardis. Ça veut dire qu'il y a un processus donc, qui est d'export depuis Museum Plus,
dans un format intermédiaire qui est utilisé à la fois pour le site web, site des collections, et à la fois pour l'application de visite. Mais à partir de là, c'est des processus de transformation des données qui sont complètement distincts. Le site web, sauf erreur de ma part, il n'est que en français pour l'instant, en suisse romand. Il y a des 90 et tout ça. Pardon, je plaisante un peu. Et la deuxième partie, qui est plutôt l'application de visite, là, on est sur des sujets d'augmentation multilangue. Donc, on observe très vite qu'il pourrait y avoir un intérêt aussi que ça parte dans le site web. Le multilinguisme, les 5 langues. L'audio, reconnaissance d'image, il y a tout un ensemble d'autres systèmes où il y a beaucoup d'étapes IA dans le traitement, et avec une qualité, une volonté de maîtriser et de mesurer, la qualité de la traduction, des traductions. Donc on a des systèmes qui vont puiser de manière aléatoire, évidemment, parce que tout vérifier des traductions de manière automatique, des traductions faites automatiquement, on rentre dans une espèce de spirale un peu particulière, mais néanmoins, c'est des processus que l'on a de vérification de la cohérence des traductions. Pareil pour la synthèse vocale. On a tout un ensemble d'algorithmes particuliers et de procédures, notamment pour garantir aussi, lorsque on va faire une synthèse vocale, eh bien, c'est pas du français, c'est du suisse romand, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va être très attentif à la prononciation, aux accents dans la partie synthèse vocale. Car nous sommes à Genève, donc même si on a l'impression qu'on parle français, on parle français à 99,995%. Donc il y a toute une partie qui est tout à fait particulière. Donc voilà, pour quelques éléments de contexte. Merci, oui, s'il vous plaît. Bonjour, excusez-moi. J'avais une question pour vous, parce que si j'ai bien compris, donc vous utilisez en data, en fait, voilà, tous les éléments de la base de données de gestion des collections. Et donc sur 78 000 objets, j'imagine que vous aviez eu un très gros travail en amont de rédaction de ces fiches, parce que dans ces outils-là, généralement, qui sont plutôt utilisés pour la conservation, on n'a pas forcément les mêmes informations qui sont nécessaires pour la médiation. Et donc, voilà, j'avais une curiosité pour savoir depuis combien de temps vous travaillez sur ces contenus et combien de temps ça vous avait pris en amont, en fait, pour avoir ces données qui soient prêtes à être diffusées à vos publics. Bien sûr. Donc, on utilise un outil qui s'appelle Museum Plus, qui est un outil de gestion des collections pour la documentation, puis effectivement qui est mis à jour régulièrement par nos domaines de conservation. On a des règles de saisie qui ont été mises en place, bien sûr, pour organiser l'information. Et depuis quelques années, on met un effort tout particulier en fait sur la qualité de la donnée, parce que de plus en plus souvent, enfin, maintenant, on essaie de promouvoir en fait, d'exposer en fait la donnée en ligne. Alors ça peut être sur les collections en ligne, ça peut être sur l'IFDEO, ça peut être sur des plateformes fédérées, ça peut être vers des sites métiers. Donc on travaille vraiment de manière extrêmement forte sur la qualité de la donnée à l'entrée, parce que c'est ce qui va sortir à la suite. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une prise de conscience qui est un peu post-Covid, où on se rend compte qu'on a besoin de dématérialiser en fait notre musée, de le mettre en valeur, et on a fait un effort vraiment très très particulier là-dessus. Donc c'est vraiment un assainissement, mais qui est utile à la valorisation de nos collections. Voilà. Donc c'est pour cet outil, mais c'est aussi pour tout le reste. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Merci. Merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y aurait... Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment magnifique. J'ai une question, je ne sais pas qui peut, par rapport à l'inclusivité. Donc, est-ce que vous avez eu des retours déjà pour des gens qui sont pas très technologie, surtout des personnes peut-être plus âgées? Et est-ce que, en fait, vous avez eu des retours positifs sur ce côté-là? Et une question plus précise sur le musée. En fait, il y a un plan de rénovation, si je suis... Et du coup, comment ce projet-là, ça va être adapté à la partie rénovation, et il y a une partie qui va être ajoutée aussi au musée, c'est ça? Donc, est-ce que vous avez un plan d'intégrer cette technologie-là aussi dans cette partie? Bon, je peux répondre sur les deux points. Alors, pour le premier, c'est celui des personnes âgées. Ils sont souvent très alertes avec les outils informatiques. Et puis l'interface est assez intuitive, parce qu'en fait, c'est deux options. C'est le parcours guidé ou c'est le mode déambulation. Après, on force personne. L'objectif, je crois qu'à peu près le taux d'adhésion, c'est entre 15 et 40%.
Si on arrive à obtenir 30%, 40%, c'est vraiment notre objectif, mais on ne peut pas le faire d'un coup. Il faut le faire de manière très progressive. On essaie de mettre beaucoup d'efforts d'accompagnement en interne et vers les publics, avec des renforts, en fait, surtout humains, pour expliquer, puis voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas, aussi pour l'adapter. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui et qui va évoluer. Pour le deuxième point, effectivement, il y a un grand projet qui concerne le musée d'art d'histoire de rénovation et d'agrandissement. Donc on est en plein dedans. On a d'autres sites d'exposition. Donc le projet, en fait, aujourd'hui, il est calibré autour du site principal, mais il va s'étendre après autour des autres sites d'exposition. Et j'aimerais vous dire que c'est une occasion unique de pouvoir promouvoir les collections, même pour certains bouts qui ne seront peut-être pas visibles par les publics. Donc on va faire évoluer le projet au fil de l'eau. Voilà. Autour de ce projet, bien sûr, d'agrandissement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien. Et j'ai une dernière question. C'est pour moi, car je prends beaucoup de photos, moi, dans des musées. Donc, est-ce qu'il y a une option pour sauvegarder des tableaux, tout ça, des photos, car en même temps d'utiliser cette application et en même temps prendre des photos pour nous, ça va être un petit peu compliqué, je trouve. Au jour d'aujourd'hui, enfin, ce qui était marqué ici, le Takeaway Personal Albums, avec une petite étoile qui est au-dessus, ça fait partie dans la deuxième étape d'évolution du projet. C'est une fonctionnalité qui fait partie intégrante de la solution guide. C'est-à-dire de considérer que toute action qu'un visiteur, de manière anonyme, va faire dans l'application de visite, va donner lieu à un enregistrement analytique anonyme, encore une fois. Pour quelle raison? À la fois pour data analytics, mais surtout pour construire en temps réel le parcours de la personne avec le rythme des interactions qu'il a fait, que ce soit en parcours guidé, en scan, voilà, avec tout un ensemble d'éléments de contexte, qui sont la langue, le niveau de handicap, c'est-à-dire véritablement les paramètres qui ont défini son persona pendant la visite. Et ces informations-là, ensuite, sont utilisées pour générer une vidéo unique par personne. Vous rentrez chez vous, vous avez une vidéo au format carré que vous pouvez tout de suite publier sur les réseaux sociaux, qui a été construite et générée en lien avec ce que vous avez vu, vous, personnellement. Elle n'a pas été construite à l'avance, elle est construite en temps réel. Et une page web, une landing page, qui vous est propre, anonymisée. Ce n'est pas un ID qui veut dire quelque chose. Et c'est des situations comme ça, on a eu l'occasion de déployer au Musée de la Musique, Philharmonie de Paris, vous avez ce système-là, et d'autres établissements qui utilisent ce type de système post-visite de construction d'une forme de contenu qui est le mien, qui trace mon parcours de visite et qui est matérialisé sous un format qui a une stratégique. Je veux le partager sur les réseaux sociaux et je veux que le musée soit maître de la communication, logo, charte, etc. Voilà un petit peu la stratégie post-visite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quels sont des paramètres qui stocker sont choix? Ok. Les paramètres sont ceux de la personne lorsqu'elle va commencer, initier la visite. Il y en a certains, notamment la langue de son navigateur web, qui est automatiquement détectée. Ça veut dire que la langue de l'application, instantanément, va se mettre en allemand, ou en espagnol, ou en italien, ou en français. Ensuite, le choix que je vais faire de contraste augmenté, écriture dyslexique, taille de caractère d'une certaine manière, ou le profil de type « je veux avoir de l'audiodescription systématiquement dans mes parcours de visite », sont autant de paramètres anonymes qui vont caractériser le persona de cet utilisateur. Ensuite, l'action de voir tel contenu, deuxième station, scan, troisième station, je scanne autre chose, ces informations-là sont stockées pour faire le profil et générer ces fameux contenus de post-visite pour ce visiteur. Il choisit de les recevoir ou pas, il est libre, donc il peut dire si je veux les recevoir, je mets mon adresse mail, pour une raison simple, je reçois un lien qui est public, anonyme, avec tout ce que j'ai vu et magnifique vidéo au format carré. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non? Oui, pour le vidéo, mais pas pour le système. Cependant, la visite, il n'y a pas de possibilité à faire la choix des parcours, par exemple. Si. Tout à fait. Il y a les choix de parcours étaient représentés en 1 minute et après je pense qu'on n'est pas trop mal. On le voyait ici. On le voyait plutôt ici.
Ici, vous avez un premier niveau qui est je scanne, donc libre. Ouvre la caméra et là, on fait des choses. Ici, je commence à suivre l'audio guide, le guide de visite, et on arrive dans la deuxième partie où là, on a la sélection des différents parcours de visite. Si j'ai, ce que l'on ne voit pas ici, c'est un écran intermédiaire là où il y avait les langues. Vous allez avoir aussi des niveaux de handicap, les niveaux de handicap, notamment FALC, audio description et ainsi de suite, c'est-à-dire tout ce qu'on va pousser comme possibilité. Et si vous choisissez un parcours en espagnol, FALC, je fais exprès, hein, ou audio description, vous démarrez le parcours, vous aurez ce profil-là que vous avez choisi au préalable. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos questions. Merci beaucoup, Dominique, pour votre présence et ce partage. J'espère qu'il a été intéressant, du moins, avoir une vision un petit peu sur ce type de traitement de données, mais surtout, finalement, in fine, c'est les visiteurs qui nous intéressent, c'est de dire comment est-ce qu'on adresse individuellement, par personne, à chaque visiteur pour qu'il retrouve finalement des informations qui nous sont propres, qui matchent le plus. Et ce qui est intéressant, le taux d'utilisation, lorsqu'on parle de 30 à 40%, aujourd'hui, si on prend la moyenne des outils d'aide à la visite de type app de visite ou audio guide, on est plutôt dans les 5%. 5 à 10% dans les autres établissements. C'est assez intéressant aussi de le mettre en lumière. Merci beaucoup et belle fin de salon à vous. Merci. Merci.